Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Salut François, ça va, merci, ça va et toi? Ça va super, je suis très content de t'avoir au micro du podcast Expérientiel. Tu es dans un endroit du monde où moi j'ai eu la chance il y a 20 ans de faire un stage dans un centre de recherche sur les orques du côté de Vancouver, mais du côté américain, donc San Juan Islands, et j'en garde un souvenir incroyable. Et donc, de ce fait, peux-tu nous dire où tu es, toi? Oui, alors je suis pas tout à fait du côté des Saint Juan. Les Saint Juan, c'est au sud, on va dire, de l'île de Vancouver, donc pas loin de Vancouver comme tu l'as précisé et moi je suis plutôt au nord de l'île de Vancouver, assez exposé au début de l'archipel de Broughton. La ville la plus proche, enfin la ville, on va dire le patelin le plus proche, c'est Alert Bay, qui est connu pour être, le berceau des killer whales, des orques. Encore un peu plus loin que ce petit village, je suis sur une île, à 45 minutes de bateau et je suis dans une station de recherche qui s'appelle Orcalab et qui écoute et observe, les mammifères marins depuis la terre ferme. Qu'est-ce qui t'attire dans l'envie d'écouter les orques et les baleines? Alors il y a 2 choses, déjà, enfin c'est, absolument fascinant d'écouter, ce qui se passe dans un autre monde. L'océan, c'est un monde, dont on connaît absolument rien. Et puis avoir, des sons qu'on pour la plupart, on imagine, en fait, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est absolument fascinant et surtout ce qui est intéressant avec les orques particulièrement, ce sont leurs, moyens de communiquer. Elles sont, pour certaines populations très expressives et elles ont des patterns aussi, elles ont des modes, elles ont des vocalisations très spécifiques qui nous a permis, je parle, au nom du lab, mais qui a permis, aux scientifiques de les identifier. Au début, pour faire vite fait un cours d'histoire, alors là, je te le raconte avec mes mots, hein, je ne suis pas du tout scientifique, donc je te le raconte vraiment avec ma compréhension et mon prisme à moi. Mais les premières recherches qui ont été faites sur ces populations d'orques qui sont autour du lab, ça a été des recherches, ça a été l'identification photo, donc visuelle Mhm. et on avait commencé à classifier, les différents individus par rapport à leur comportement, leur, regroupement et forcément leurs dorsales qui sont, le moyen le plus «simple» entre guillemets, parce que c'est pas forcément facile quand elles sont à 200 mètres de nous, mais le moyen le plus simple de les identifier et donc il y a eu une première classification qui s'est faite comme ça et puis après, on s'est rendu compte que acoustiquement, il y avait des choses qui se passaient et il y avait des regroupements qui se faisaient qui étaient différents de ce qu'on avait pu observer, au niveau visuel et ça a donné lieu à plus ou moins une deuxième classification, on va dire, qui est vraiment basée que sur, l'acoustique. Pourquoi ça te fascine autant que ça, l'acoustique? L'acoustique, pourquoi ça me fascine? C'est un petit peu mon cœur de métier. Donc, moi de formation, je suis ingénieur du son. Depuis, tout petit, je suis passionné par, la musique et pas que la musique, par toutes les ambiances sonores qu'on peut découvrir. Moi, le son, ça me fait voyager, tu sais, on parle souvent du plat de son enfance. Quand tu as vraiment une odeur très particulière, ça te ramène directement à ton enfance. Moi, c'est le son et je me rappelle des périodes de ma vie grâce au son. Donc, j'ai toujours été pas mal impacté, et influencé par le son et par ce qui m'entourait au niveau auditif et donc j'en ai fait mon métier. À côté de ça, je voyage énormément. Je suis un grand amoureux de la vie sauvage, des endroits reculés et de l'océan. Quand je suis arrivé au lab et que j'ai entendu, pour la première fois, ce qui se passait sous l'océan, c'était juste dingue et ça m'a pris aux tripes et ça m'a accroché, quoi. Ça me rappelle des souvenirs, ce que tu racontes. Je me souviens qu'un soir, au centre de recherche, ils avaient mis un micro dans la mer qui était branché à la chaîne Hi-Fi dans la salle à manger du centre de recherche. Tout le monde a été se coucher et moi, j'avais pas envie d'écouter de la musique et je me suis dit: «Tiens, on va essayer de voir, s'il y a des sons qui sortent, de la mer» et j'ai été bercé par, justement les sons qu'émettaient les orques
et je trouvais ça, absolument incroyable comment ces sons peuvent, traverser notre corps, leurs vibrations nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens aussi? Ouais, mais je ressens un petit peu pareil, ouais, parce que, alors c'est ça. Nous, quand autour du lab, on couvre à peu près 50 kilomètres carrés de surface, acoustique sous-marine et je ressens un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des variations de sons qui sont complètement folles. Il y en a qui sont, bah, très distinctives et d'autres qui sont, très subtiles, comme l'écolocalisation, par exemple. Mais il y en a d'autres, ce qu'on appelle des pulses qui sont très graves et qui peuvent justement, bah, te traverser, te faire vibrer aussi et il y a un petit truc en plus au lab, moi, qui me fait, bah, qui me fait, halluciner, c'est, et aussi d'un point de vue technique, c'est que, bah, on a différents hydrophones et on les écoute au casque ou avec des enceintes, mais on écoute plusieurs hydrophones en même temps et en fonction des stations qu'on écoute, dans le casque, on les met à gauche, au centre ou à droite et on peut savoir à peu près où elles sont et vers quelle direction elles vont. Et en fait, c'est juste dingue parce que, tu peux avoir des directions, bah, tu peux essayer de deviner des patterns et surtout tu as des échos qui sont incroyables et des fois on a des hydrophones qui sont pas forcément très loin les uns des autres, mais qui sont quand même très importants et en fait, il y en a qui peuvent être placés à gauche dans notre casque et un à droite et en fait, tu as des échos qui sont, juste, incroyables et ouais, à entendre ça, c'est magnifique et surtout, bah, comme tu dis, le soir, quand tu es tout seul dans le lab, on fait des shifts de nuit. On est tout seul dans le lab à écouter ça et à prendre des notes. C'est magique. Il y a pas d'autre mot. Quel impact ça a sur ton mental de pouvoir écouter les orques? Est-ce que ça a un impact positif sur, Oui, parce qu'elles me manquent clairement quand je les entends pas. Donc, il y a vraiment un impact positif. C'est pas forcément des bruits qui sont très relaxants, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On a envie de savoir en fait, tu es curieux, tu as envie de savoir ce qui se dit, tu as envie de savoir, bah, pourquoi, ils utilisent, telle, vocalisation à tel moment, on veut comprendre quoi et mais c'est pas, forcément c'est très intéressant, c'est excitant, mais c'est pas, tu sais, tu as souvent des albums, par exemple, des chants des baleines bleues, des choses comme ça. Même les chants des baleines à bosse, il y en a qui sont très jolis, mais il y en a, tu as l'impression que c'est des dinosaures et quand tu écoutes ça, la nuit, dans ton casque, bah, mmh, tu un petit côté Halloween, quoi. C'est assez effrayant, mais en même temps, on veut savoir ce qui se passe donc je pense que c'est un bon impact et en fait, ouais, la manière la plus simple de le dire, c'est que quand je suis pas au lab, ça me manque ou quand je les entends pas, ça me manque donc ouais, ça a un impact positif, je pense sur moi, ouais. tu sais, j'ai fait un podcast cet été sur Ouais. les baleines suite à l'arrestation de Paul Watson et au lieu de parler uniquement de Paul Watson, j'ai voulu parler un peu, de mon histoire avec les baleines, mais aussi la relation entre les hommes et les baleines et et j'ai mis des sons, de baleines différents, cachalots, orques, baleines à bosse, dauphins et à chaque fois que j'entends ces sons, ça Mmh. me fait sourire, ça me met en joie. Il y a quelque chose, je n'arrive pas à l'expliquer, qui ça me fait du bien et je suis d'accord avec toi que par moments les sons, peuvent être, comment dire? Un peu agressifs, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à expliquer qui Ouais, bah, je te comprends et moi, il y a une grosse partie, je pense, où je me dis qu'en fait, on plonge dans un autre monde. C'est un monde qu'on connaît très peu, encore une fois, l'océan et du coup, arriver à savoir, à comprendre un petit peu qu'il y ait des choses qui se passent sous l'eau et de comprendre où ça se passe, comment ça se passe, pourquoi ça se passe. Hem, je pense que ça me fait sourire aussi. Juste découvrir plus et en savoir plus sur ces orques. Tu as juste envie d'en savoir plus, en fait. Je pense que c'est un exemple inspirant pour tout le monde, leur façon de vivre qui devrait, qui mériterait d'être plus connue et à travers le son, clairement, c'est la meilleure des façons pour le découvrir. à part, les baleines, les orques, est-ce qu'il y a d'autres sons, justement dans les fonds marins?
Ouais, il y en a plein. Alors, beaucoup, enfin, c'est vrai qu'on entend beaucoup de cétacés en général, donc on entend beaucoup de dauphins aussi, qui sont Mmh. très, bah, j'ai envie de l'associer à un son très rieur, même si c'est pas forcément le cas, mais on a presque l'impression, j'en ai parlé ce matin encore, on a presque l'impression que ça fait des sons de singe un petit peu, ce qu'on entend de temps en temps, mais très, très, très excité comme son. On entend aussi des bancs de poissons. On entend, alors ça, c'est un peu plus, compliqué, un peu plus, énervant, mais on entend, des crabes ou des étoiles de mer ou des oursins qui sont en train de grignoter nos câbles sous l'eau ou qui sont sur les structures des hydrophones, des choses comme ça. Mais c'est juste vivant et puis c'est tout enfin, tout ça, c'est des choses qu'on a à peu près arrivé à déceler, mais il y a tellement, tellement d'autres sons qui sont juste, bah, tu laisses libre cours à ton imagination et voilà, il y a pas d'autres possibilités pour le moment à savoir à quoi ces sons correspondent exactement. Mmh. Alors tu es dans une région du monde où il y a quand même pas mal de trafic maritime, Ouais. que ce soit commercial, touristique et cetera. Est-ce que tu as une idée justement, de l'impact de cette pollution sonore, des hélices des bateaux, sur les mammifères, sur les orques, sur les baleines? Donc oui, forcément, alors là, je vais parler en mon nom, hein, je vais pas forcément parler au niveau du lab ou de différentes expériences ou de différentes recherches. Mais clairement, je le remarque, hein, hem, quand il y a des bateaux qui passent, alors comme tu l'as dit, pendant la saison, on a beaucoup de bateaux de tourisme, on a beaucoup de bateaux récréatifs et on a aussi des bateaux de transport. On a des barges, il y a aussi des bateaux de croisière. Donc il y a quand même énormément de trafic et même à l'heure actuelle où, ça y est, on est la saison vient de terminer, presque officiellement. Il y a encore, 2 à 3 bateaux de croisière qui passent par jour. Il y a des ce qu'on appelle des tugs, donc c'est des espèces de tracteurs qui traquent des barges, immenses et qui sont chargées comme pas possible, surtout dans un endroit où on est entouré d'activités forestières. Mmh. Donc il y a vraiment du passage et en fonction des marées et des courants, ces bateaux sont très, très, très lents et donc clairement, on a de la pollution sonore dans les enceintes, dans le casque, tout le temps. Heu, Tout le temps, j'exagère, mais une grande, grande partie du temps. Et sur l'île, on a, bon, plusieurs bâtiments, donc il y a le lab et puis il y a d'autres bâtiments de vie autour et puis chaque bâtiment, on essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins une enceinte qui fonctionne. Ce qui fait que peu importe où tu te balades sur ce coin de l'île, il y a toujours du son. Ça nous permet de savoir s'il y a des vocalisations, ben, d'aller enregistrer, de savoir s'il y a besoin d'aide pour d'autres formes d'activités très spécifiques. On a besoin de contrôler des caméras, des choses comme ça. J'en parlerai un peu plus tard si tu veux et Ouais, avec hem et du coup, bah, forcément, on entend aussi tous ces bruits de bateau, tout le temps et le problème, c'est que, bah, là, je parle vraiment aussi pour moi, enfin, c'est très personnel, hein, mais je le remarque assez régulièrement quand j'écoute justement, des vocalisations et qu'il y a des bateaux qui arrivent, surtout quand c'est des bateaux qui vont être là pendant très longtemps. On a un hydrophone qui a une portée dans un détroit qui est pas très loin de 20 kilomètres de distance et quand tu as, des courants qui sont contre certains bateaux et ces bateaux sont très longs, tu as bah, de la pollution sonore pendant, 5-6 heures, sans trop de soucis et quand cette pollution grandit, ben, c'est pas tant que les vocalisations sont masquées, c'est qu'il y a plus de vocalisations. C'est les orques arrêtent de d'émettre, tout simplement. quand il y a cette pollution sonore, tu viens d'exprimer un début de changement de comportement, des orques. Est-ce que ça veut dire aussi, bah, qu'ils changent d'endroit pour être dans un endroit plus tranquille? Est-ce qu'il y a des mouvements, des déplacements qui se font en conséquence? Ça, c'est très intéressant, c'est une très bonne question et j'ai pas la réponse et je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas pour ce qui est autour du lab, je pense pas qu'on puisse avoir la réponse. Il y a trop de facteurs qui entrent en jeu et Mmh. c'est très compliqué à savoir et le premier facteur, c'est, bah, de localiser les orques. Alors je te parlais vite fait des caméras, donc pour faire un petit topo de comment fonctionne le lab, donc on a, je parlais de 50 km² de surface acoustique couverte sous-marine. En fait, on a des points clés sur différentes îles autour du lab
qui permettent d'avoir où on a posé des hydrophones et donc ça nous permet d'avoir une certaine portée et de couvrir, une zone qui est, enfin, la zone qu'on couvre, il y a pas de si tu veux de point mort. On entend à chaque fois, les orques qui peuvent faire un certain passage devant le lab et on peut passer d'un hydrophone à un autre pour les suivre, acoustiquement. Et Mmh. aussi avec ces hydrophones, sur certains endroits clés, on a aussi des caméras qu'on contrôle à distance et qui nous permettent aussi, bah, de localiser ces orques en fonction, forcément du temps et de la journée aussi. Donc si c'est la nuit parce qu'elles sont vocales aussi, la nuit, elles dorment, je sais pas exactement ce qu'est leur cycle de sommeil, mais clairement, elles sont très actives aussi, elles peuvent être très actives la nuit et aussi en fonction des conditions, on a beaucoup de brouillard, on a beaucoup de vent et de tempête, donc c'est pas facile de les suivre. Donc corréler ça avec le trafic maritime, c'est très compliqué. Mais c'est un projet qu'on a dans le futur d'essayer de faire, de mettre en place un genre de triangulation, avec des hydrophones pour, vraiment comprendre où elles sont, surtout dans ce fameux détroit, le détroit de Johnston, pour comprendre où elles se situent et quelles sont un petit peu leurs routes. Pas forcément pour voir par rapport au bruit, à la pollution sonore, mais enfin, ou en tout cas, pour voir par rapport à la pollution sonore, dans l'instant, mais en tout cas pour voir si elles ont vraiment des routes très spécifiques et peut-être essayer de les protéger ces endroits-là, et essayer de réduire le trafic de ce côté-là. Tu peux nous raconter une anecdote, justement, un jour où tu as entendu, une conversation d'orque ou de baleine à bosse, que tu as trouvé qui était extraordinaire, qui sortait de l'ordinaire pour toi, qui t'a touché? Et où ça pouvait être drôle peut-être aussi, je ne sais pas? Est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter un peu pour nous imaginer, ce qu'on pourrait ressentir? Ouais, j'en ai une. Bah, quand tu as commencé à parler, il y en a une qui est rentrée dans ma tête et il y a que celle-là, donc je vais la raconter. Hem, alors autour du lab, pour faire, très très bref, on observe plusieurs, populations, d'orques. On a, les résidentes du nord. Quand on parle de résidentes du nord, c'est au nord de l'île de Vancouver. Toi, au San Juan, tu as rencontré sûrement les résidentes du sud qui sont, bah, très menacées d'extinction, qui sont vraiment en situation critique. Les résidentes du nord se portent un peu mieux et c'est des mangeuses de saumon, ou de poisson en tout cas. On a aussi ce qu'on appelle les transientes ou les bigs et celles-là sont vraiment ce qu'on caractérise de killer whale, de baleines tueuses, parce qu'elles mangent des mammifères marins et elles peuvent chasser, des baleines aussi, elles peuvent chasser plein de choses et nous autour de notre lab, il y a beaucoup de vie, en termes de mammifères marins. On a, énormément de lions de mer, de stellars. On a aussi des phoques, on a aussi des marsouins, on a des dauphins. Donc c'est un bon terrain de chasse pour ces bigs, pour ces, transientes et ces transientes sont très silencieuses. Elles sont, incroyables, elles sont vraiment fascinantes parce que, elles arrivent à faire des chasses qui sont synchronisées sans, hem, en tout cas nous, sans qu'on puisse percevoir, aucun son, aucune acoustique et c'est assez bluffant. Mais donc voilà, l'anecdote que j'ai, c'était, bah, ça s'est passé devant le lab. Alors en général, quand on a un passage d'orques devant le lab, on crie «Orca» et tout le monde vient aider. On a besoin de prendre, des photos, d'essayer d'identifier, on a besoin d'enregistrer, on a besoin d'observer parce que souvent il y a plusieurs groupes, donc on a besoin de paires d'yeux et de paires d'oreilles pour, voir à peu près où elles sont. Et là, vraiment, devant le lab, on avait 3 individus. Il y avait un mâle qui était, absolument gigantesque et puis il y avait une dorsale un peu plus petite et puis une toute petite dorsale. Donc c'était une famille, la mère qui était là, c'était la petite dorsale avec son petit dernier et puis surtout son grand-fils qui était, bah, surdimensionné, qui était un grand mâle majestueux. Et le grand mâle faisait un peu sa vie, il se baladait assez loin, on va dire, peut-être, je sais pas, 400 mètres du reste de sa famille et puis on n'entendait absolument rien. C'était un jour où c'était tout plat, tout calme, il y avait pas de vent, il y avait pas, de remous sur l'eau, donc on entendait vraiment presque les souffles, de ces orques et à un moment donné,
on voit plus rien. Il faut savoir que les bigs font des longues plongées et quand elles font des longues plongées, elles peuvent se retrouver à, 800 mètres plus loin sans problème et puis, on les perd de vue assez facilement et donc on commençait à s'inquiéter, on les voyait plus et en fait, on voit ressurgir ce mâle, vraiment en face du lab, de l'autre côté du petit passage qu'on a et on entend, 3 vocalisations absolument excitées, enfin, absolument incroyables qui ont percé ce silence, sous-marin. Il y avait pas de bruit de bateau en plus dans mon souvenir et on entend ça dans les enceintes et c'était vraiment des vocalisations qui sont pas connues et les pics sont vraiment très originaux pour ce genre de choses et voilà, il y a eu 3-4 vocalisations très énervées ou très excitées, je sais pas trop et là, on voit, donc la mère et son petit qui se lèvent d'un côté à gauche du lab et on voit le souffle du mâle beaucoup plus loin et ce mâle qui commence à revenir, à bondir, à sortir de l'eau, à plonger, à sauter, à nager le plus vite possible pour retourner voir sa maman. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. On se dit on a fait tous les scénarios. On s'est dit: On a attrapé quelque chose à table», donc le gros mâle qui revient manger ou alors: «On a quelque chose devant nous, il faut que tu nous aides, ramène-toi rapidement pour que, on puisse, bah, tuer et se nourrir». Je sais pas, mais c'était juste incroyable d'avoir le son, d'avoir cette vocalisation et d'avoir après cette réaction qu'on a vue en visuel. On était plusieurs, on en parle à chaque fois qu'on se revoit avec ces assistants-là. C'était juste, un souvenir incroyable et c'était à peu près à cette époque-là de l'année, en plus, il y a 2 ans, je pense. Génial. Ça me rappelle, à t'écouter et c'est marrant parce qu'il y a plein de d'images qui reviennent, dans mon esprit de mon expérience, Ah bah, ouais, tu m'étonnes. Mmh. et je me souviens un matin, vers 6 7 heures du matin, on était sur le catamaran, sur, une eau bien huileuse et on suivait à contre-jour 21 orques qui nageaient Waouh! tranquillement. Tu sais, avec leur souffle qui tu voyais bien le souffle qui ressortait et cetera avec la lumière du soleil à contre-jour. Oh, C'était d'une magnifique. beauté, et je trouve que c'est fantastique de pouvoir, observer, de différentes manières, que ce soit visuel ou audio, ces animaux. Il y a quelque chose Mmh mh. qui est extrêmement touchant et ça m'emmène à la question suivante, évidemment, personne a du mal à rester insensible à quand on a des observations comme ça. Le whale watching est une activité qui est développée, qui a été quand même, la manière de contrecarrer, la pêche commerciale des baleines à l'époque. Comment justement transformer une industrie qui réduisait, et qui impactait vraiment, ce capital de biodiversité. Aujourd'hui, il y a le whale watching. Quelle est l'évolution justement des habitats à travers les activités touristiques, tout ça? Est-ce que les animaux se sentent, comment dire? Est-ce qu'ils sont dans un mauvais état ou il y a des comportements, il y a des choses qui se passent qui sont encourageantes? Alors c'est au niveau des orques, c'est pas forcément facile à dire et je t'avoue que je pense que je suis un peu, je reste toujours un genou, au lab par rapport à toute son histoire et toute l'expérience qui a pu être engendrée ici, emmagasinée ici. Hem, mais j'ai l'impression que, ouais, au niveau des orques, il y a, on va dire, une dizaine d'années, ou même plus, il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup plus de population et d'individus qui venaient dans les eaux autour du lab. À cette époque-là, il y avait, il y avait moins de whale watching qu'à l'heure actuelle. Mais je pense qu'en termes de trafic maritime, il y avait quand même beaucoup de trafic maritime parce qu'il y avait beaucoup plus de pêche et beaucoup plus d'activités de forestiers aussi. Donc c'est pas forcément, et puis là, tu vois, c'est pareil, je le donne aussi à travers mon prisme, ce qui peut être totalement faux. Mais de ce que j'ai compris, enfin, clairement, on a moins d'orques, qui viennent, depuis quelque temps. Ce qui peut être lié aussi à, on est en train de s'en rendre compte là, à l'activité des fermes de saumon. Parce que pendant un moment, on a eu des fermes de saumon ici, je pense que ça a été pendant une dizaine d'années et ces fermes de saumon ont été, démantelées pour, 90 dans l'archipel de Broughton.
heu, il y a je crois 2 ans, peut-être quelque chose comme ça, un peu plus, 3 ans. Et l'année dernière, c'était l'année la plus basse en termes d'activité, des orques, en termes d'observation ici. D'habitude, la saison, grosso modo, elle commence, on va dire fin juin, et puis jusqu'à, septembre, octobre, parfois même jusqu'à décembre, on a de l'activité au niveau des résidents du Nord. Je te parle vraiment de cette population-là parce que c'est elle qui est saisonnière, on va dire. Les bigs, il peut y en avoir un peu plus, enfin c'est un peu, régulier tout au long de l'année, mais on observe vraiment ça sur les résidents du Nord. Et l'année dernière, elles sont arrivées, fin juillet, elles sont reparties mi-septembre, et ça a été, la fenêtre, la plus petite depuis, ouais, je ne sais pas si Paul et Elena, les fondateurs, avaient vu ça déjà, auparavant. Et cette année, c'est une année qui est assez incroyable. On a, on a de l'activité fin juin. Et jusqu'à maintenant, là, ça fait, allez, ça fait 2 jours qu'on n'a pas eu d'activité parce qu'on vient d'avoir une tempête et que c'était un peu compliqué d'observer et d'écouter avec, tout ce qui se passait, sous l'eau et sur l'eau. Mais, c'est une année assez incroyable, et quand on en parle justement avec, Paul et Elena, ça leur fait penser à des saisons qu'ils ont pu, vivre dans le passé. Hem, donc tout ça, ça peut être lié aux fermes à saumon, enfin, en tout cas au retour de saumon. Qu'est-ce qui t'a motivé, t'engager et à rejoindre Orca Lab, et de donner de ton temps pour apprendre, je suppose, mais aussi pour découvrir, mais aussi pour contribuer à la préservation, de ces animaux qui sont absolument fantastiques? Bah, ça remonte à un peu plus loin. Quand j'ai commencé à voyager, donc j'ai toujours voyagé avec, Claire, ma partenaire de vie. Et en fait, on a commencé à voyager en Australie, et puis on a découvert l'échange de services à travers le woofing, Mmh. ou d'autres plateformes comme le Helpix, Workaway, des choses comme ça. Et le principe, c'est de venir, vivre chez l'habitant et de l'aider, soit dans son projet de ferme, soit dans son projet de vie, et en échange du gîte est couvert. Heu, on a, absolument accroché à 200 avec ce concept-là, et puis on en a fait de plus en plus. Et un jour, on a atterri dans une espèce de station touristique, sur la côte ouest australienne, qui était très reculée, qui était, isolée de tout. Et on s'est rendu compte après, une petite semaine que, en fait, ils avaient un programme de conservation des tortues marines là-bas, qu'ils avaient commencé il y a pas très longtemps. Et Claire est, de métier, enfin sa profession, elle est graphiste et illustratrice. Et à ce moment-là, voilà, ils avaient besoin de visuels, de choses comme ça. Donc elle a commencé à donner un peu de son temps, donc son échange de services, s'est transformé en quelque chose d'un peu plus gros. Et un peu plus tard, en fait, ils nous ont recontactés pour, carrément l'embaucher, si jamais on revenait dans le pays. Et par la suite aussi, ils m'ont embauché en tant que cadreur, cadreur-monteur. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que, on est tous les 2, et Claire plus que moi, des grands amoureux de la vie sauvage et des grands espaces. Et on s'est rendu compte que, nos compétences qui, à la base, ne sont pas forcément destinées à être sur le terrain ou dans la recherche scientifique ou, dans l'observation, la conservation, quoi que ce soit, peuvent jouer un rôle clé pour certaines, structures. Et voilà, on a réalisé ça et on s'est dit: «Mais en fait, c'est incroyable, on peut proposer ça, on peut proposer nos services à des causes qui nous parlent, et à essayer de, nous impliquer à notre façon, là-dedans». Et donc c'est ce qu'on a fait. On a fait ça en Australie, on a eu d'autres expériences aussi en Nouvelle-Zélande avec des orques aussi, et puis en Indonésie avec des tortues marines aussi. Donc vraiment lié aussi autour de l'océan. Et puis, quand on est arrivé au Canada en 2017-2018, on a commencé on a voyagé un petit peu à droite à gauche, et puis à un moment donné, on s'est dit: «Ça fait un moment qu'on s'est pas réimpliqué dans une organisation, une association qui nous plaît, qui nous parle, et qu'est-ce qui pourrait nous plaire ici?» Et voilà, on avait déjà un peu de l'expérience, c'était pas une porte ouverte, mais en tout cas, on avait déjà un petit pied enfoncé dans la porte avec notre expérience de Nouvelle-Zélande. Et puis, on a envoyé des courriers à droite à gauche, et puis Orcalab nous a répondu.
et ça a été après une histoire de «coup de chance» entre guillemets et voilà, ça c'était en 2019. On est resté quelques mois et puis, on a accroché avec tout. On a accroché avec la mentalité de Paul et Elena, avec leur personnalité, avec les assistants, avec, le fait que cette île soit reculée aussi, qu'il n'y ait absolument, allez, je vais pas dire zéro, mais il y a quasiment, 0, invasivité. Je sais pas si ça peut se dire, mais en tout cas, on n'est pas du tout invasif, Mmh. par rapport à la vie sauvage. On l'observe vraiment depuis la terre ferme et ça, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup aussi et donc voilà, petit à petit, on s'est retrouvé là-dedans et encore une fois, nos compétences ont été un petit peu clés dans cette expérience et moi, quand je suis arrivé, j'ai vu forcément le lab avec une table de mixage, avec des enceintes, avec un enregistreur et avec, plein de joujoux, basiquement. Enfin, concrètement, pour moi, c'était des jouets que j'utilisais dans mon quotidien, d'ingénieur du son. Sauf que là, c'était lié à quelque chose qui me plaisait, de cœur, c'est-à-dire, l'océan et la vie marine. Donc j'ai découvert le milieu des hydrophones, j'ai découvert bah, comment se gérer un lab de l'intérieur et puis ça m'a fasciné, quoi. C'est ce type de voyage, parce que tu n'es pas un acteur du tourisme, tu es un voyageur, hein, Ouais. c'est comme ça que tu te présentes et ce genre d'expérience, qu'est-ce que ça t'apporte? De quelle manière ça te nourrit humainement? Bah, déjà, forcément, ça me donne la possibilité d'en apprendre beaucoup plus sur, un habitat et sur, une espèce ou sur, différentes espèces. Donc rien que ça me nourrit énormément et c'est pas juste du factuel, c'est vraiment de l'observation. C'est on reste un moment pour voir ce qui se passe, pour essayer de comprendre leur comportement. Pourquoi, elles passent, en ce moment avec, telle marée, tel courant et pourquoi elle ne passe pas quand, il y a, peut-être des bateaux qui sont autour ou parce qu'il y a pas assez de poissons ou quoi que ce soit. Donc tout ça vraiment, c'est enrichissant d'un point de vue enfin, on va en apprendre plus en fait. Tu es vraiment happé dans un monde où tu commences à poser une question, puis il y a quelqu'un qui peut te répondre et qui te montre concrètement juste devant toi, la réponse. Donc ça, c'est juste fou. Hem et moi personnellement, ce qui me fait vibrer aussi, bah, c'est d'être aux côtés de personnes comme Paul et Elena. Je te les ai pas encore présentés, mais Paul, en 2 phrases, hem, il a influencé, le mouvement Greenpeace à passer des protestations antinucléaires à essayer de protéger les baleines. Il est un farouche défenseur du monde sauvage et donc forcément, il lutte contre la captivité. C'est des choses qui me parlent énormément, que j'ai découvert aussi à travers mes voyages, et vraiment ce côté observer sans déranger, ça résonne à 1000 en moi et heu et là, je t'ai parlé de Paul en 2 phrases et Elena, c'est encore autre chose. Elena a pris tellement de place, c'est la personne qui est derrière le lab aujourd'hui. C'est elle qui s'occupe de toutes les observations scientifiques, c'est elle qui connaît toutes les vocalisations, qui connaît les, hem, les orques, qui connaît leur famille, leur arbre généalogique, leurs histoires. Elle est, incroyable de ressources et en plus, c'est une conteuse donc quand tu l'écoutes, tu as pas envie de décrocher. En fait, tu peux pas décrocher. Je trouve intéressant dans ce que tu racontes, que tu es en train de nous montrer une autre forme de «tourisme» entre guillemets, ou une autre forme de voyage. C'est comme l'expérience que j'avais vécue il y a 20 ans et ou que j'avais proposée aussi, comment dire? Aux Maldives. C'est une forme de Ouais. tourisme scientifique. Vraiment, on vient là pour découvrir, pour être surpris, pour apprendre et pour, aussi par la suite essaimer. Et s'il y a des jeunes justement qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en école de tourisme et qui se disent: «Bon, bah, l'hôtellerie traditionnelle, la restauration traditionnelle, les agences de voyage, tout ce tourisme traditionnel, moi j'aimerais voir autre chose». Quels conseils tu pourrais leur donner justement à ces jeunes? Sortir des sentiers battus. Je pense que c'est ce qui marche le mieux et c'est pas facile à comprendre. Je pense que j'ai mis, quelques années à le comprendre, mais hem, bah, tu vois, typiquement, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour 1 ou 2 semaines
du côté de l'île de Vancouver, qui vont voyager à travers l'île de Vancouver, qui vont peut-être aller faire un tour en whale watching, pour aller observer ces animaux-là. Alors que, c'est très bien. Enfin, je dis pas, s'il y a vraiment des per enfin, chacun fait comme il peut aussi avec, son métier, son mode de vie et cetera. Mais, c'est vrai que, passer plus de temps avec, des programmes de volontariat pour vraiment comprendre comment marche un habitat, je pense que ça change quelqu'un, profondément. Et c'est ça ce que j'appelle, sortir des sentiers battus. C'est sortir des sentiers touristiques qui sont déjà plus ou moins tracés. C'est pas facile, ça demande de la recherche, ça demande, des contacts, ça demande un petit peu d'investigation et de savoir aussi qui, se prétend éthique et qui l'est vraiment aussi. Hem, mais tout ça, ça permet aussi de s'enrichir personnellement. Enfin voilà, il y a beaucoup de compétences et d'expériences à côté de ce principe de volontariat, d'échange de volontariat, qui nous fait grandir tout simplement. Je sais pas si à l'heure actuelle c'est encore reconnu, enfin c'est trop reconnu en France, le volontariat, mais moi clairement, enfin ça a complètement changé, ma vision des choses, ça a changé ma vie et puis j'en suis très heureux, de cette manière-là, ouais. Est-ce que, tu peux me dire, de ton point de vue, de ton expérience, comment les professionnels du tourisme peuvent participer à préserver justement la biodiversité dans des endroits comme tu où tu es aujourd'hui? Bah, il y a plusieurs choses. Alors déjà, j'ai vu vraiment une évolution cette année par rapport aux autres années, au niveau de l'activité du whale watching. Hem, Ici, on a quand même la chance, il y a de l'activité. On a quand même la chance d'avoir une communauté qui est, qui est vraiment, concernée. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup de greenwashing, hem, de ce côté-là de l'île de Vancouver. Il y en a un petit peu, mais il y a une communauté qui est assez forte pour, communiquer clairement sur des méfaits ou sur des mauvaises, manipulations, je sais pas trop comment le dire, ouais, pratiques, merci, autour du whale watching et ça, c'est vraiment chouette à voir. Il y a une des activités justement, pourquoi je peux dire ça? C'est qu'on a une plateforme qui est un petit peu, à l'écart du lab, mais qui est beaucoup plus dans ce fameux détroit de Johnston, où il y a de l'activité qui se passe et du coup, on observe de plus près, hem, les mammifères marins ou toute activité, mais aussi, on a un autre job, c'est d'écouter la radio, d'écouter la VHF, ce qui se passe sur les bateaux et puis aussi de donner des reports pour savoir un peu plus où sont les orques, surtout sur les zones où on n'a pas d'hydrophone et forcément, on l'écoute toute la journée, puis on entend ce qui se passe, dans ces communautés-là et puis c'est vraiment, super chouette à voir et cette année, il y a eu une évolution qui est, je trouve incroyable. Il y a un programme, un ouais, il y a un programme qui est géré, par une ONG qui s'appelle Cetus, Cetus et qui permet qui essaye d'agir sur, le trafic maritime. Cetus, ils ont 2 programmes. Il y en a un qui est là depuis plusieurs années et en fait, ils observent une réserve qui est interdite à tout navire, où c'est une réserve où les orques adorent se frotter. On n'en a pas parlé, mais c'est une particularité de ces orques résidentes, c'est qu'elles elles viennent se frotter sur des plages de galets et c'est assez incroyable. On a des caméras sous-marines où on peut, voir ça. On entend aussi ces bruits-là, donc ça me fait, penser à j'ai pas dit ça quand tu me demandais qu'est-ce qu'on entendait comme son. On entend ces bruits-là qu'on appelle des tchuffs entre nous, donc c'est vraiment, imagine un animal de 400 kilogrammes, qui vient se déposer sur des petits galets, donc je te laisse imaginer le bruit. Et pourquoi elles font ça? Alors la réponse très courte, c'est pour le fun. Heu, voilà, dans l'eau pour le fun, c'est un comportement très social. Alors, là, c'est pareil, hein, moi je le dis avec mes mots aussi et à travers mon prisme, elles se frottent, vraiment entre différentes familles. Elles se mixent pas forcément, en général quand elles voyagent, elles peuvent se mixer, mais quand elles se frottent, c'est pas forcément trop frotté, trop mélangé, pardon. Et vraiment, quand on nous pose souvent la question, la réponse la plus simple et sûrement la plus, vraie, c'est vraiment pour le fun.
tu sens que les vocalisations, elles changent, tu sens que, bah, se tortille dans tous les sens. On l'observe, en fait, avec une caméra au-dessus de l'eau et en dessous, enfin sous l'eau et c'est juste, c'est incroyable à observer, quoi. C'est pas une expérience spa, massage, traditionnelle pour les orques? On peut peut-être le considérer comme ça, je suis pas dans la tête d'une orque, mais pourquoi pas? Ça pourrait être ça en tout cas, c'est une activité très familiale et tout le monde vient se reber et aussi enfin se frotter pardon et en plus on le voit que, bah, les plus grands apprennent ça aux plus petits donc il y a vraiment une transmission, il y a un héritage qui se crée autour de ça et pas toutes les familles non plus viennent se frotter, il y en a qui se frottent plus que d'autres. Mais je te dis ça, des fois tu as des files d'attente, enfin on a vu ça plusieurs fois. Il y en a qui se frottent pendant, ça peut durer, 45 minutes, ça peut durer 1 heure et tu en as qui attendent autour et une fois que les premières familles sont parties, elles viennent se frotter de leur côté. Donc c'est assez incroyable à voir. Je pense que c'est les choses à chaque fois, on est complètement émerveillés, par ça. Et ça me rappelle une histoire, quand je vivais en Polynésie, Ouais, les Polynésiens, ce qu'ils faisaient dans une eau très peu profonde avec beaucoup de sable, c'est qu'ils se mettaient dans l'eau et ils prenaient le sable et ils se le mettaient sur la peau et en réalité, c'était pour enlever toutes ces peaux mortes qui sont sur le corps ouais, et après on avait les peaux douces. Et connaissant les Polynésiens avec leur connexion avec la nature, la mer, j'imagine, hein, je ne sais pas si c'est une réponse scientifique ou pas, en tout cas, je pense pas. Mais mon imaginaire me fait penser que peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la peau qui permet de nettoyer certaines impuretés quelconques aussi, ça pourrait être pas mal. Parce que nous, quand on faisait ça en Polynésie, il y avait un côté très sympathique et fun, hein. ouais, il y a les 2 en fait, tu lis l'utile à l'agréable, mais je pense que c'est ça, hein. Je pense que tu as raison parce que, enfin, on le saura jamais, hein, mais vraiment, bah, une peau d'orque a été, a évolué de manière à ce qu'elle glisse sans aucune, aspérité, dans l'eau pour avoir un contact enfin, pour avoir le moins d'efforts à faire, en fait et donc un coup de nageoire Oui. et puis elles sont déjà rendues, 300 mètres plus loin et peut-être que tout simplement, ce frottement, ça aussi enlève, ces parasites-là. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est pas un sable très, très fin donc je pense que, l'effet peeling, il est pas non plus, là, en particulier. Donc je pense qu'il y a aussi un côté, peut-être se gratter aussi, peut-être que ça fait du bien, tu Oui. vois? Il y a beaucoup d'ours, il y a beaucoup de mammifères qui font ça, qui viennent se gratter contre des arbres. Donc pourquoi pas aussi, ces mammifères marins-là? Et surtout en plus, tu le vois, chacun a sa technique. Il y en a qui viennent se gratter, le ventre, d'autres le flanc, d'autres, la caudale, d'autres enfin, c'est dans tous les sens. Il y a pas, tu vois, une manip en particulier, c'est, chaque individu qui le fait à sa sauce et c'est vraiment, fun à regarder. J'ai eu la chance, de participer à une interview avec François Sarano qui a travaillé, sur Ouais, la calypso, ouais, il y a une dizaine d'années, à nager avec les cachalots ouais. et il y a un cachalot qui est venu le voir, pour lui frotter le ventre et chaque année, il retourne voir ce cachalot et ce cachalot s'appelle Elliot et c'est le seul cachalot qui fait ça et il dit que ça montre que chaque animal, a sa propre singularité. Les autres cachalots ne viennent pas. Et ce que tu décris par rapport à ce jeu sur, une plage de galets, ou eh ben, ils sont comme nous, je veux dire, c'est selon aussi, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie et ça montre aussi que ces animaux, bah, ils ont chacun leur personnalité, leur caractère, leur singularité et que c'est pas juste, du copier-coller, quoi. C'est ça qui est beau aussi. C'est C'est de comprendre cette force que d'imaginer que, bah, tout être vivant a sa propre singularité. Oui, complètement et j'en suis, ab absolument convaincu avec les orques et on le voit et d'ailleurs, cette année, j'ai eu la chance de passer, un peu plus de temps avec une assistante qui vient depuis plus de 30 ans, qui vient du Japon et qui est, aussi une experte de toutes les vocalisations et qui justement m'a ouvert les yeux là-dessus, sur, le comportement de différentes familles et tu en as qui sont,
peut-être un peu plus réservées, qui sont très, très protectrices et tu as qui sont un peu plus aventurières et en fait, ça se voit tout simplement aussi sur leurs ailerons. De temps en temps, tu vois que leurs ailerons, ils ont des petits pocs, ils ont des petits nids, ils ont des griffures, des choses comme ça. Tu qui sont plus énergiques, qui sont peut-être plus aventureuses, tu qui le sont un peu moins. Il y a des histoires qui sont magnifiques, bah, je te laisse découvrir l'histoire de Springer, qui est une orque qui a été, découverte plutôt dans le sud de l'île de Vancouver. Donc on a longtemps pensé que c'était une résidente du sud et en fait, grâce aux vocalisations, on a pu découvrir que c'était une résidente du nord et on a pu découvrir sa famille aussi et on a pu la relâcher et en fait, il y a toute une histoire où, bah, sa famille, au début, ne l'a pas forcément, recueillie, tout de suite. Mais par contre, il y avait un groupe de 3 frères qui erraient un petit peu. Leur mère était décédée depuis quelques années et il faut savoir que chez les orques, le principe de famille est extrêmement puissant et un mâle va toujours rester avec sa mère jusqu'à ce qu'elle meure. La femelle va créer sa propre famille et va rester avec sa mère, mais des fois, elle va prendre aussi son propre chemin. Mais là, ces 3 frères sont restés ensemble et en fait, ils ont accueilli cette petite orque Springer pendant, quelque temps. Springer après a trouvé une, mère adoptive ou plutôt une autre orque l'a adoptée et l'a un petit peu, pris sous son aile aussi ou sous son et enfin voilà et du coup, tu as vraiment des comportements qui sont incroyables, des histoires qui sont magnifiques et ça donne envie, ouais, ça donne envie d'en savoir plus, hein, ça c'est sûr et certain. Et donc pour revenir sur l'activité, des whale watching et qu'est-ce qui peut être, amélioré en fait pour le futur. Et je te parlais de Cétus qui regardait justement qui observait cette réserve, là, où, les orques viennent se frotter et cetera. Ils font un travail incroyable et cette année, ils ont aussi, intégré un projet qui s'appelle Straight Watch, et qui était en fait, autour des orques. C'est un bateau qui était à une distance légale autour des orques, même plus loin et qui contactait tous les bateaux autour qui arrivaient, qui voyageaient ou qui étaient, tout simplement proches des orques. Soit pour leur dire: «Eh, vous êtes un petit peu trop proches» ou «Eh, vous avez un comportement qui est super chouette, continuez ce que vous faites». Quand tu as des bateaux qui arrivaient trop rapidement, bah, ils avaient un drapeau pour essayer de les faire ralentir, essayer d'aller leur discuter, vraiment faire de la sensibilisation et ça pour moi, ça a été tellement un succès qu'à la radio, à la fin de la saison, tous les whale watchers leur demandaient conseil, à savoir: «Et là, j'aimerais bien aller de tel côté. Est-ce qu'il y a des orques de ce côté-là? Est-ce que je suis bon pour traverser de tel endroit à tel endroit?» et tout ça et en fait, ça a été, vraiment, je trouve un énorme plus, que ce soit, du côté, sensibilisation, sur les eaux locales ou aussi au niveau de la communauté du whale watching. Et il y a d'autres projets qui sont en cours et ce que j'adorerais voir et je pense qu'on est en train de travailler là-dessus, c'est de mettre des zones de ralentissement, des slow down zones. Une qui serait devant le lab où on est devant un petit bras de mer qui s'appelle Black Nipas et où il y a beaucoup d'activités, que ce soit des baleines à bosse, que ce soit des orques, que ce soit des lions de mer, enfin des marsouins, tu nommes tout ce qu'il y a comme mammifères marins, ils sont présents ici et voilà, essayer de limiter, la vitesse des bateaux dans cette zone-là et ça éviterait, des potentiels accidents, ça éviterait, de la surcharge aussi parce que, bah, les gens, s'ils veulent pas rester à 5 nœuds plutôt que 35 nœuds ici et ben, ils vont, y passer par un autre endroit et donc voilà, ça c'est un petit peu la bataille du moment. Bah, pour tous ceux qui sont, intéressés justement à découvrir un peu plus tout ça, on peut, les observer, les écouter sur, 2 plateformes. La première c'est orcalab.org où on diffuse, bah, tout le travail qu'on fait, 24/24 et la deuxième plateforme, ça s'appelle explore.org où on a, bah, les différentes caméras qui sont placées sur nos différents sites et on peut les observer et tu peux voir justement ces fameux, frottements avec, la caméra sous-marine, la caméra aérienne et puis on a aussi le son. Donc le tout combiné, ça fait vraiment une superbe expérience et je pense que c'est, tout le monde devrait peut-être, vivre cette expérience un jour, soit de près, soit de loin. En tout cas, là, ben, c'est possible de le faire. Merci beaucoup Jérémy, je te souhaite une très, très, très bonne journée et au plaisir d'échanger. Merci à toi.
Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.